Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Sous comptage, la solution incontournable pour réussir le décret tertiaire 2030. Je suis Charlotte Flippo, chargée de communication et de marketing chez UbiGreen. Et ce webinaire sera co-animé par Jean-François Moreau, qui est expert énergie chez UbiGreen, et Roxane Gauthier, qui est ingénieure en efficacité énergétique chez UbiGreen également. Donc, au sommaire du webinaire, nous verrons le sous-comptage, donc les enjeux et le lien avec la réglementation, notamment avec le décret tertiaire et le décret PACS. Le sous-comptage des économies d'énergie importantes à la clé. Puis, nous verrons comment on peut suivre simplement et efficacement ces données énergétiques dans la solution UbiGreen Energy avec une démo live qui sera réalisée par Roxane Gauthier. Et nous finirons ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie prévue à cet effet, dans le chat ou dans la partie questions, et nous les traiterons à la fin du webinaire. Alors, je vais laisser la parole du coup à mon collègue Jean-François, qui va nous présenter le contexte énergétique, les enjeux et la réglementation. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Premier point, effectivement, les enjeux. Je dirais qu'on a deux enjeux importants qui sont les enjeux financiers, et je pense que là, on ne va pas revenir sur les cours de l'énergie, la crise de l'énergie que l'on a vécu et qui de toute façon va continuer dans le facteur de croissance des prix des énergies. Les facteurs environnementaux, hein, c'est vraiment ces deux points-là qui font aujourd'hui moteur là, par rapport à toute cette notion d'économie d'énergie. Et se rajoutent là-dessus des enjeux réglementaires, mais à ces enjeux réglementaires, donc le décret tertiaire et le décret BACS, c'est aussi des objectifs à atteindre. Hein. Donc le décret tertiaire va donner des objectifs à atteindre 2030, 2040, va tracer quelque part une route. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment le point important. Et le deuxième point qui est important, c'est cette notion de mesure, de plan de sobriété. Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? À quoi ça sert? Moi, je ramène ça souvent à conduire une voiture sans avoir un indicateur de vitesse. Hein. C'est conduire un avion sans avoir un altimètre et là aussi la vitesse. C'est vraiment avoir les éléments qui vont permettre de comprendre que le bâtiment il va dans la bonne direction. D'une part parce qu'on met en place des plans d'action d'efficacité énergétique et d'autre part maintenir aussi le bâtiment dans la bonne conduite, dans la bonne voie hein, par rapport à la sobriété énergétique et gaz à effet de serre qui est attendu. Le point suivant va présenter effectivement le slide suivant, Charlotte. La complémentarité, je dirais, quelque part, entre décret BACS et décret tertiaire. Décret tertiaire va donner des objectifs, hein, le moins 40% en 2030, etc., suivant là aussi les usages et les activités qui sont dans les bâtiments tertiaires. Le décret BACS, lui, va s'intéresser vraiment à des systèmes de pilotage, hein, toute la partie système actif finalement du bâtiment. Hein. L'enveloppe, c'est une chose. La partie active, ça va être au travers de trois points fondamentaux. La mise en place ou l'amélioration finalement d'une GTB. Hein, on va parler de classe C hein, en référence à la norme sur les GTB. Mais dès l'instant où on atteint une GTB avec une classe même B ou A, on va avoir des facteurs d'économie d'énergie par un bon pilotage, par un bon contrôle vraiment process au niveau des automatismes, en particulier les éléments CVC, de l'ordre de 30%, là aussi suivant les facteurs d'activité. C'est pas le tout. Le décret BACS va aussi parler de suivi énergétique, de comprendre et de suivre en fait le pilotage énergétique du bâtiment hein, et évidemment aller jusqu'au sous-comptage. Hein, donc être capable de comprendre effectivement par un usage particulier pour de nouveaux usages comme les IRVE, comme le photovoltaïque, être capable d'avoir les bons éléments pour suivre en fait ce qui se passe au niveau du bâtiment. Aujourd'hui, on a, suivant les études, entre 10 à 20% de bâtiments équipés de GTB. Même ces bâtiments équipés, il y en a pratiquement 1 sur 2 où la GTB n'est pas forcément bien opérationnelle. Là, il y a un gros point important sur cet aspect-là. Et cet aspect-là se complète forcément par un logiciel de suivi énergétique. Hein. La GTB au niveau d'un bâtiment, bâtiment par bâtiment, avec là aussi des solutions qui peuvent être très hétérogènes. Le suivi énergétique va être un peu j'allais dire en chapeau hein, par rapport à ce qui se passe dans le bâtiment, ce qui se passe dans le bâtiment au niveau des sous-comptages et ce qui peut se passer sur tout un parc immobilier bâtimentaire.
avec derrière cette logique complète sur l'ensemble des systèmes qui est demandé par le décret BACS, c'est la communication. Avoir des systèmes qui soient communicants. L'AGTB doit pouvoir envoyer des informations au système de suivi énergétique. Les sous-comptages, idem. Des données peuvent être intéressantes pour l'AGTB et aussi pour les analyses, les comparaisons qui pourront être faites au niveau du suivi énergétique. Le slide suivant. Dernier point, les obligations. Moi, je n'aime pas tellement le terme obligation, je parlerai plutôt d'opportunité, de comprendre et de collecter donc des informations de consommation énergétique par zone fonctionnelle. Donc là, c'est effectivement comprendre ce qui se passe, pas simplement au niveau d'un bâtiment dans sa globalité, mais vraiment sur les différentes zones fonctionnelles qu'il compose. C'est aussi peut-être repartir d'une remise à plat aussi des systèmes qui sont en place et de comprendre l'étendue de ceux-ci et de voir par rapport aux mesures qui vont être remontées du terrain, comment les compléter, comment établir des plans d'action d'efficacité énergétique. Et sur la partie décret tertiaire, on va avoir cette approche globale de consommation énergétique par entité foncière, les fameuses EFA. Donc là, on va être sur des bâtiments de plus de 1000 m² avec des activités tertiaires. Et bien entendu, toute la partie décret tertiaire va rejoindre aussi d'autres contraintes ou d'autres objectifs pour ceux qui sont ISO 50001 ou qui souhaiteraient le RET, vraiment sur le suivi énergétique qui va être demandé au niveau des bâtiments. Ça, c'est vraiment le point clé. Par rapport au décret BACS, aujourd'hui, concerné en 2025, on est avec des bâtiments avec une certaine puissance de CVC, de chauffe, si on se limite au chauffage. Cette puissance va petit à petit, ce seuil va être de plus en plus restreint. Donc, on est vraiment dans une approche où on est tous concernés quelque part par le décret BACS et le décret tertiaire dès l'instant où on a un bâtiment tertiaire de taille à partir de 2000 m². Voilà un petit peu en termes d'introduction. Et puis, je vais laisser Roxane approfondir tout le point sous-comptage. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment on s'y prend? Voilà, je lui laisse la main. Merci Jean-François. Charlotte, tu me laisses la main du coup, s'il te plaît. Je crois qu'on a perdu Charlotte. On y est. Est-ce que Roxane, Okay. tu m'entends? Oui, là maintenant, ça y est, je t'entends. Ah, il y a un problème de connexion, on dirait, excusez-nous. Je vais Oui. du coup te donner la main pour ta partie. Très bien, merci. J'ai l'impression qu'on a perdu Jean-François, mais… Non, c'est bon. Ah non, Je suis là, présent. c'est bon, bah oui, parce qu'il y a un moment donné, on n'entendait plus du tout. Ouais. Alors, je vais donner la main du coup à Roxane, voilà, pour qu'elle puisse présenter du coup le sous-comptage avec les économies d'énergie importantes à la clé. Voilà. Alors, vous voyez bien mon écran, c'est ça? Oui, c'est parfait. Très bien. Allez, je récupère la présentation. Voilà, du coup, là, on va aller vraiment dans la partie plus spécifique liée aux solutions que propose UbiGreen en particulier. Donc, quelques chiffres clés du coup sur les économies générées par le sous-comptage. Donc là, c'est des chiffres de l'ADEME. Le parc immobilier du coût tertiaire en France, c'est plus de 973 millions de mètres carrés. Donc, ça représente une belle opportunité d'économie. Et donc, 43% de la consommation totale provient des bâtiments en France. Donc, effectivement, il y a un vrai enjeu à aller chercher des économies et notamment par le sous-comptage. Des études du coup de l'ADEME aussi révèlent que la mise en place de ce compteur peut réduire la consommation d'électricité et d'autres fluides aussi du coup par la même entre 5 et 15%. Voilà. Chez UbiGreen, les retours d'expérience sont que ça va permettre plutôt d'aller chercher des 10 à 30% de réduction de la facture énergétique. Bon, parce qu'il y a la mise en place du sous-comptage avec la surveillance des consos, mais d'autre part, on peut aussi optimiser des contrats. Enfin voilà, il y a vraiment d'autres opportunités ou identifier des gros travaux d'amélioration à ROI inférieur à 2 ans.
Donc, on le comprend, le sous-comptage est essentiel pour la gestion énergétique et la transition vers un avenir durable. Concrètement, les données relevées en sous-comptage permettent donc du coup de collecter des données énergétiques et de facteurs d'influence d'ailleurs et d'activité suivant les usages des consommateurs. Donc, suivant le petit schéma que vous voyez, effectivement, on sait collecter différentes sources d'informations, donc des données facturées, on va dire, donc avec de l'euro éventuellement, en plus des consommations. Il y a des données des distributeurs et de différentes moyens de remontée de données qu'on verra, qu'on approfondira plus tard, avec des modules radio, des GTB, et ensuite on peut aussi récupérer tout un tas de données, on va dire externes, des données plutôt d'activité sur votre patrimoine immobilier, des données techniques sur les équipements et les installations par exemple, et des données de base externe comme la météo en particulier. Donc, tout ça se regroupe dans la solution et centralisé au niveau de la solution pour permettre ensuite de définir des indicateurs de performance énergétique et de suivre à distance et mettre sous contrôle surtout les consommations d'énergie. Par là même, du coup, on identifie des gisements d'économie et en particulier, ça permet d'identifier assez rapidement les dysfonctionnements sur les équipements et les installations. Et bien évidemment, l'objectif en général final étant de faire un suivi et faire du reporting du coup sur les actions menées et les économies engendrées. Donc, les enjeux du plan de comptage, une étape clé, déjà, il faut arriver à définir quel est l'objectif de la mise en place d'un plan de comptage pour pouvoir ensuite effectivement établir la stratégie de déploiement. Donc, ça peut être lié à un ou plusieurs objectifs. On a des grandes familles d'objectifs, donc on en a parlé, la réglementation, éventuellement aussi une partie administrative pour certains utilisateurs qui ont besoin de refacturer en interne des consommations à des locataires. On peut aussi faire de la suivi de la gestion de contrats d'énergie. Donc voilà, il y a tout ce volet réglementaire contractuel qui est en général un bon levier. Du reporting, on le connaît bien, le RSE, où il y a d'autres reporting internes et réglementaires. Et ensuite, on a vraiment tout ce qui est l'amélioration de la performance. Donc là, c'est vraiment suivre les indicateurs, être au plus proche de la performance du bâtiment pour essayer de l'améliorer, de trouver des actions qui améliorent ses performances. Et aussi, ça peut être un outil d'aide à l'exploitation, en fait, en particulier dans le cadre de CPE, de contrats de performance énergétique. Ça peut permettre de faciliter la maintenance des équipements et du coup d'avoir des coefficients de performance sur les installations qui sont suivis et optimums. Donc, pour la stratégie de déploiement, il y a 3 paramètres à prendre en compte. Donc, le déploiement, le périmètre, en fait, qu'on va vouloir sélectionner. Donc, il y a plusieurs stratégies là pour déployer un plan de comptage parce que souvent, c'est vrai qu'on est face au dilemme de j'ai pas assez de budget pour déployer partout ou je sais pas effectivement comment m'y prendre. Donc là, vraiment, l'enjeu, là, c'est d'aller identifier déjà quel site ou éventuellement quels usages on a besoin d'aller sur lesquels on a besoin d'aller faire du sous-comptage. Donc, ça peut être, si on est par site, on peut se dire, il faut que j'identifie le périmètre des bâtiments qui sont les moins performants, puisque c'est là qu'on va vouloir aller chercher de l'économie et que du coup, ça va rendre rentable la mise en place d'un plan de comptage. Donc, ça peut être effectivement les sites les moins performants ou on peut avoir aussi des contraintes où on se dit, le chauffage est la plus grosse consommation, en fait, la plus grosse part de consommation sur mon activité et mon périmètre. Donc, je veux mettre en place du sous-comptage chauffage pour tous mes sites pour pouvoir maîtriser ça de manière transverse et homogène. Voilà. Et après, il peut y avoir un mix des deux, en fait. C'est assez libre et ça dépend des cas d'usage et des activités que vous avez sur vos sites. Un deuxième paramètre à prendre en compte, du coup, c'est bien les contraintes techniques sur site, donc les équipements. Est-ce qu'il y a des compteurs installés sur site, compteurs capteurs? Et du coup, du sous-comptage, parce qu'en général, on a bien les généraux, mais on n'a pas forcément le sous-comptage. Quelles sont les caractéristiques techniques des compteurs, puisqu'il faut évaluer s'ils vont être télérelevables par la suite, et aussi où est-ce qu'ils se localisent. Là, c'est pour pouvoir avoir du réseau, qui est la partie télérelève, et savoir s'il faut faire
mettre des relais, on va dire, de réseau, des passerelles, pour pouvoir récupérer et remonter l'info via des serveurs centralisés chez UbiGreen. Et ensuite, il y a la contrainte bien évidemment financière, c'est quel est le budget alloué à ce genre de projet. Il y a plusieurs critères qui peuvent être pris en compte. Parfois, c'est un pourcentage de la facture énergétique qui va être alloué vers le sous-comptage. Parfois, c'est les opportunités de financement, OPEX, CAPEX ou d'autres sources voilà, d'aide. Et souvent, c'est quand même aussi voilà, le ROI ou TRI en français, temps de retour sur investissement voilà, qu'on désire atteindre. Donc, c'est vraiment les 3 paramètres à en prendre en compte pour savoir comment dérouler ensuite un projet de sous-comptage sur l'ensemble d'un parc immobilier. Donc, une fois qu'on a identifié les sites, effectivement, où on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut faire sur son patrimoine, on peut évaluer quel est le niveau de comptage nécessaire sur chaque site. Donc, on a de manière globale identifié voilà, 3 grands niveaux, 3 grandes familles de niveaux, on va dire. Il y a la collecte des flux entrants. Donc, ça, c'est en général ce qui arrive des fournisseurs, les factures, les ORAE, PCE des fournisseurs d'énergie. Ça permet déjà vraiment de collecter, centraliser toute la consommation au niveau patrimoine immobilier et de pouvoir faire quelques optimisations contractuelles, valider que les factures sont correctes en fait, faire du contrôle de gestion donc, et on peut commencer à détecter aussi quelques anomalies en fonction de la précision des compteurs. Si on a des compteurs Enedis courbe de charge par exemple, on arrive déjà à haut niveau à identifier voilà, les performances de chaque site. Et bien évidemment, ce niveau-là est largement suffisant pour faire du reporting RSE par exemple, où on a voilà, besoin simplement de données haut niveau. Ensuite, on peut aller plus en détail. Si on a un site voilà, où on veut aller détailler par fluide et par étage, par zone ou par bâtiment. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des sites qui ont plusieurs bâtiments, donc il peut être intéressant déjà de passer à une granularité plus fine en termes de géographique, on va dire, bâtiment, étage, et aussi affiner la granularité de la télérelève, on va dire, ou de la fréquence des données et passer sur des pas horaires, par exemple, pour arriver à mettre en place voilà, des alertes, visualiser des talents de consommation, pouvoir comparer des profils journaliers ou hebdomadaires, repérer des pics de puissance. Voilà, donc c'est ce niveau de comptage qui permet là d'aller sur les sites ciblés un peu plus loin dans l'analyse et la mise sous contrôle, on va dire, des consommations. Et on a le dernier niveau qui est vraiment voilà, la cerise sur le gâteau, effectivement, qui est d'arriver à aller au niveau équipement, installation technique ou par usage, en fait, pour calculer, par exemple, la consommation d'une installation technique. Ça peut être au niveau d'un réseau de chauffage, par exemple, et aussi, du coup, le rendement de ces installations. On peut aussi, ça peut permettre, en installant voilà, des capteurs ou en collectant des données d'activité, on va dire, des indicateurs d'activité, de corréler la consommation à de la météo, par exemple, ou des horaires d'activité. Là, typiquement, sur les usages, bon, c'est bien évidemment les plus fréquents, sont le chauffage, ventilation, climatisation. Ensuite, on a l'éclairage et après, on peut avoir tout ce qui est IT. Après, ça va dépendre effectivement des activités de votre parc immobilier. Du coup, on va voir comment s'effectue maintenant la remontée des données une fois qu'on a identifié effectivement les compteurs à télérelevé qu'on veut aller récupérer. On va voir qu'on a plusieurs options. On a des options, on va dire, avec du matériel installé sur site. Donc, là, on a deux options au niveau du réseau. Dans tous les cas, on installe des modules sur chacun des compteurs ou capteurs. Et ensuite, on peut passer via un réseau de télérelève local. Donc là, on installe concrètement une passerelle sur le réseau et qui ensuite remonte les données vers UbiGreen. Ou alors, on peut utiliser un réseau opéré comme Sigfox, par exemple. Et donc là, il n'y a pas forcément d'équipement local. Par contre, il faut bien vérifier la couverture réseau en amont du projet pour valider que tous les compteurs et capteurs arriveront à émettre via ce réseau.
Je dis ça parce que souvent, les compteurs en particulier qui sont dans des réseaux, pardon, dans des espaces un peu souterrains, on va dire, là où on met souvent les chaudières ou les gros équipements, les grosses installations techniques. Souvent, il y a des gros murs, donc le réseau peut être affaibli en fait à cause de l'environnement direct du compteur ou du capteur. Donc du coup, là, il y a encore quand même des options. On peut rajouter ce qu'on appelle des répéteurs, des passerelles supplémentaires pour relayer le signal vers Sigfox aussi. Donc, il y a toujours une solution, mais en théorie, si le capteur et le compteur sont accessibles et proches du réseau, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir capter son signal. Ensuite, une autre option, et du coup le décret BACS aidera complètement à l'utiliser, c'est le réseau GTC. Du coup, vous avez une GTC qui est, à laquelle sont connectés les compteurs et les capteurs via le réseau. Donc, il y a plusieurs types de réseaux. Là, on a mis quelques exemples, Modbus et PACnet, mais il y en a quelques-uns supplémentaires qu'on sait intégrer. Donc là, deux options. Soit on se connecte physiquement, du coup, pareil, avec une passerelle qui est connectée au réseau et qui va remonter les informations vers les serveurs UbiGreen. Ou il y a une option de transfert par email si jamais la GTC est connectée par contre à Internet. Du coup, c'est un peu la contrainte sur cette option-là. Mais c'est possible de faire un envoi de fichiers plats de la GTC à UbiGreen. En général, la fréquence peut être tous les jours puisque ça va dépendre du périmètre de données remontées. Voilà, et il y a des dernières options dématérialisées, complètement dématérialisées, qui sont nos API et des robots, des transferts de données, on va dire Internet, pour récupérer d'une part les factures fournisseurs. Donc là, effectivement, on a plusieurs robots pour aller récupérer et charger des données des sites fournisseurs comme EDF, Engie, Veolia. Enfin, il y a vraiment la plupart des grands fournisseurs en France. Ou aussi on peut utiliser les API qui sont mises à disposition, tels Enedis, GRDF, par les distributeurs. En particulier, il y a d'autres distributeurs aussi qu'on sait intégrer lorsqu'il y a des ELD locales, du coup, comme Régie de Strasbourg, Synelva, voilà, il y en a quelques-uns comme ça supplémentaires qu'on arrive à intégrer. Donc voilà, ces API, soit des transferts FTP, voilà, c'est assez hétérogène et varié, mais on sait s'interfacer avec les différentes options. Du coup, maintenant, on va voir comment faire le suivi depuis la solution UbiGreen Energy. Donc, pour petit rappel, UbiGreen Energy, c'est bien le système de management de l'énergie qui permet d'analyser les consommations par usage grâce à la télérelève qui a été mise en place dans le but de cibler les bonnes économies à aller réaliser. Donc, du coup, il y a vraiment une partie, voilà, on a dit récupérer, collecter les consommations, les différents facteurs d'influence et informations de votre patrimoine et des activités de votre patrimoine. Ensuite, on a tout un tas de techniques d'analyse et d'outils d'analyse par fluide, par usage. Et ensuite, on peut faire des analyses et des alertes sur les surconsommations, les dépassements, les fuites, et en vue de mettre sous contrôle toutes les consommations inutiles. Donc, je vais passer à la démo maintenant. Donc, je suis sur l'environnement démo d'UbiGreen. Donc, ça se présente comme ceci avec un bandeau où on voit les caractéristiques utilisateurs et on a ici aussi les informations sur le patrimoine immobilier et l'arborescence de votre patrimoine immobilier. D'habitude, on met en général une arborescence géographique. Donc, mais ça peut dépendre, ça peut être aussi fonctionnel en fonction des rapports et des analyses que vous allez vouloir faire. Donc ici, je me mets sur des mots et je peux naviguer et du coup, tout mon écran va se mettre à jour selon cette localisation. Alors, il y a un petit problème de chargement.
Il y a peut-être un petit problème de réseau globalement. On peut Alors, peut-être. attends, je vais le rafraîchir. Ok, je me reconnecte, désolée, c'est les aléas du direct. Sinon, on peut couper les caméras. Moi, je sais qu'il m'a incité à couper ma caméra parce qu'il y avait petite latence. D'accord. Du coup. Ah oui. Ok. Ok, ça a l'air de charger, mais c'est vrai que c'est un peu lent. Ok, donc du coup, je reprends. Effectivement, je peux naviguer. Voilà, là, ça va mieux. Tout se met à jour et du coup, c'est contextuel à l'arborescence et où je me situe dans l'arborescence. Donc, ça peut être un bâtiment ou un parc d'immeubles. Et je peux aussi naviguer dans le temps pour aller chercher des données historiques et analyser des données historiques si je le souhaite via la barre chronologique ici. Du coup, pour l'exemple, on a aussi ensuite des outils de benchmark du coup. On le dit, pour pouvoir effectivement analyser chaque immeuble et les performances de chaque immeuble sur un parc, les bâtiments qui seraient plus ou moins performants. Donc, si ici, je vois un bâtiment qui m'intéresse, que j'ai envie d'aller analyser, voilà, je peux cliquer dessus et venir analyser plus en détail grâce au comptage par fluide et par immeuble, du coup, sa consommation. Donc, tous ces écrans ici sont des cartes personnalisables. On peut les présenter en format graphe. Vous avez aussi la version avec les données et pouvoir exporter, du coup, soit en image, soit en tableau, les données. Donc, vraiment, beaucoup de possibilités pour récupérer les données, pour faire du reporting éventuellement. On peut aussi présenter les données sous forme de jauge pour justement évaluer la performance du site en particulier sur lequel on est. Et ici, vous pouvez voir la température extérieure qui est comparée à la consommation de gaz pour évaluer la corrélation entre la météo et la consommation de gaz. Donc, si justement on veut regarder plus en détail le chauffage, on peut avoir des écrans spécifiques. Donc, comme je vous le disais, une installation de production de chaud. On pourrait, si on a les sous-comptages nécessaires, analyser du coup les consommations de sortie, entrée et éventuellement évaluer le coefficient de performance pour identifier s'il y a une opportunité d'optimisation sur ce point-là. Ça permet aussi de valider, beaucoup de collectivités l'utilisent aussi pour valider la mise en route au moment de la période du début de la période de chauffe, donc la mise en route de toutes leurs installations de chauffage. Et ensuite, de vraiment vérifier, là on a les températures de sortie des chaudières, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème opérationnel sur les températures de sortie des chaudières, sur lesquelles on va le voir en suivant, mettre des alarmes pour être alerté dès lors qu'il y a un dépassement ou une température anormale. Voilà, donc tout ça aussi, toutes ces données, on peut les analyser agrégées afin de éventuellement estimer les économies et les gisements surtout que ça représente. Pour d'autres exemples, on peut aussi, donc là on a vu, c'est un équipement, on a aussi l'usage CVC qu'on va savoir analyser pour l'exemple. Donc là, c'est en période d'activité, on sait voir que les équipements de chauffage, ventilation et climatisation sont bien éteints la nuit et on a des consommations en journée. Donc, on va savoir vérifier le fonctionnement optimum. Et ensuite aussi les températures. Donc, on peut vérifier, c'est vrai qu'on a eu sur le cas d'un client bancaire, identifier des opportunités et d'ajuster les températures intérieures pendant l'occupation et hors occupation. Pour passer aux 19 degrés en hiver et 26 degrés en été, recommandé maintenant. Et on peut aussi corréler tout ça versus la température extérieure qu'on visualise ici. Un autre exemple aussi d'application, l'eau. On peut, et c'est souvent utilisé pareil pour les collectivités et d'autres, tout client vraiment,
On peut visualiser ici en bleu, c'est les consommations en période d'inactivité et en jaune en activité. Donc très rapidement, on peut identifier si on a des consommations inattendues ou bien des fuites si jamais on observe un talon constant. Donc, du coup, en parlant de fuite, effectivement, on peut mettre sous contrôle, une fois qu'on a identifié les sites à mettre sous contrôle. Par exemple, ici, on a mis en place une alarme sur les fuites d'eau. Donc, comme c'est une démo, les données sont historiques, mars-avril. Avril. Par heure. Donc là, on a pu identifier à 2 reprises, le 8 et le 10 avril, qu'il y a eu des dépassements de seuil sur cette alarme. On peut aussi avoir accès à l'historique, aux paramètres, pour savoir comment elle est paramétrée. Et du coup, savoir aussi qui va être notifié, puisqu'il est possible de mettre des notifications email ou SMS sur ces alarmes pour aller prévenir les personnes qui pourront prendre action et vérifier qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ensuite, on peut clôturer effectivement, alors là, je ne peux pas, pardon, mais une fois que c'est revenu à la normale et que le problème a été résolu, on peut clôturer en expliquant pourquoi le souci et comment il a été résolu. Sur les alarmes, il est aussi possible d'avoir un visuel sur carte, sur fond de carte. Donc là, je peux zoomer, je peux voir soit les alarmes déclenchées uniquement, soit toutes les alarmes paramétrées. Là, je vois que j'en ai une verte et une déclenchée, donc je sais qu'il faut que j'aille prendre action au niveau de la liste des alarmes. Du coup, donc, une fois qu'on a toutes ces alarmes qui sont en place, les analyses et qu'on a identifié des opportunités de gisement et d'action, on peut venir les saisir ici dans le module d'action. Effectivement, donc si je retourne un peu plus haut, on en verra normalement un peu plus. Voilà. Donc ici, on peut mettre en place son plan d'action qui est contextuel du coup au site sur lequel elle est pertinente. Et on peut suivre son avancement et avoir quelques informations de base ici. On peut aussi ouvrir un volet pour avoir un peu plus d'informations sur l'exécution et l'avancement de cette action. Et si jamais, on peut toujours ouvrir en entier pour aller éditer les informations liées à cette action. Et donc, finalement, on a ensuite un module de rapport aussi qui, du coup, à tout moment, vous permet d'exporter les données sous divers formats. Il y a des extracts Excel qui sont mis à disposition. Il y a aussi des formats des rapports plus formatés, on va dire, et présentés en PowerPoint ou PDF pour vos besoins. Donc, on a ce module de rapport qui permet de générer tout ça. Charlotte, je te relaisse la main. Eh bien, merci beaucoup, Roxane, pour cette démonstration. Hop, alors, du coup, je vais reprendre la main. Alors. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non, j'ai l'impression qu'il y a une latence. Alors, ça devrait arriver, ça se charge. Vous devriez voir mon écran normalement. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Non. Non? Non. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Éventuellement, Roxane, si tu peux partager la suite de… Oui, tu me redonnes la main du coup, s'il te plaît? Oui, mais alors on dirait qu'il y a un problème, que c'est bloqué. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec… Connection sinon, écoute,
Ok, je vais finir. On va faire la suite sans la présentation parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème avec. Pour partager. Ouais. Attends, j'essaye une dernière fois pour voir si ça se débloque. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Oui, c'est bon. Je pense qu'il y a un peu une petite latence aujourd'hui. On n'a pas de chance, mais on va du coup continuer. Donc très rapidement, Ubigreen, donc en quelques chiffres. Donc Ubigreen a été créé en 2012. Nous avons aujourd'hui 50 collaborateurs répartis sur 3 sites à Toulouse, donc à côté de Toulouse, à Labège, notre siège. Nous avons aussi des collaborateurs à Paris et à Aubagne, aussi à côté du coup de Marseille. Nous avons aujourd'hui plus de 150 clients sur des secteurs très, très variés. La solution et les capteurs sont déployés donc dans une vingtaine de pays. Donc, c'est une solution internationale. On a des clients qui sont des grands groupes internationaux. Et donc, elle est déployée un peu partout dans le monde. On a plus de 500 000 capteurs compteurs connectés et plus de 50 000 bâtiments monitorés et avec du coup un grand nombre d'utilisateurs. On a plus de 60 000 utilisateurs. Et Ubigreen fait aujourd'hui partie du groupe Planon. Donc voilà nos principaux clients sur cette slide. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, donc c'est des secteurs, on a des secteurs donc très très variés. Donc on travaille avec beaucoup de collectivités qui ont des objectifs réglementaires du tertiaire, du coup, avec le décret tertiaire important. On a également des grands groupes bancaires comme clients. On a également des secteurs très variés. Vous pouvez le voir sur cette slide. Et nous allons du coup passer maintenant à la partie questions-réponses, du coup, où nous allons pouvoir regarder du coup les questions qu'on nous a posées. Donc, on a une question, comment faire remonter les données de consommation Veolia? Donc, Roxane ou Jean-François, si quelqu'un peut… Oui. Alors, Veolia, ça dépend. Du coup, si c'est les données issues des factures, du coup, on sait récupérer les factures auprès du fournisseur et on a des robots qui savent intégrer ces données puisque elles proviennent de fichiers CSV ou Excel en général. Donc, ça, c'est pour la partie facture. Mais si on parle uniquement de la partie télé-relevée, là, du coup, effectivement, il y a un transfert FTP qui se fait avec, du coup, c'est Bird qui s'en occupe chez Veolia et qui nous envoie des fichiers horaires, voire ça dépend de la granularité qui est disponible, mais ça peut, voilà, un minimum horaire. Et donc là, effectivement, on sait aller identifier les dérives, les fuites, puisqu'en général, c'est l'objectif principal, c'est d'aller effectivement surveiller ça. Et on a une autre question sur la possibilité de remonter les informations de compteurs électriques de marques différentes avec des protocoles de communication différents. Est-ce que c'est possible? Oui, après, il faut voir les protocoles utilisés. Là, je vois la question. Oui, Jean-François. Pour donner des grands éléments, il faut que le compteur soit communicant, peu importe la marque. Quand on parle de compteur communicant, on va retrouver, on va dire, 2 familles majeures. Un avec une sortie impulsionnelle, donc qui va envoyer un nombre d'impulsions en fonction de ce qu'il mesure. Et cette sortie impulsionnelle, on va la récupérer par un petit capteur Ubigreen pour la transmettre à la plateforme. Donc, quelle que soit la marque, alors après, il faut calibrer par rapport au compteur parce que le nombre d'impulsions n'est pas le même suivant le type de compteur. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est des choses qu'on sait maîtriser complètement. Le deuxième grande famille, on va retrouver des compteurs qui sont avec des sorties, cette fois-ci, Modbus, parce qu'effectivement, beaucoup de compteurs se connectent à des grappes de tomates, à des choses comme ça. Donc là, effectivement, cette sortie Modbus, de la même façon, on va la récupérer, même avec un dédoubleur, si jamais elle est déjà utilisée pour d'autres choses, pour pouvoir envoyer là aussi l'information vers la plateforme. Après, pour tout autre type de communication, c'est un petit peu plus du cas par cas, mais on va retrouver
effectivement, le moyen le plus simple, et on sait aussi se connecter à des centrales de mesure hein, qui ont là aussi des facilités d'export de fichiers, pour reprendre ce que disait Roxane tout à l'heure, hein, des facilités d'export. On exporte le fichier, il vient être déposé sur un serveur sécurisé et derrière on le récupère et on l'intègre au rythme de relève qui va bien. Hein. Donc vraiment là-dessus, je pense qu'il y a une très grosse capacité à récupérer tout type d'informations. Évidemment, avec la précaution, il faut regarder au cas par cas suivant ce que l'on récupère. Mais derrière, dès l'instant où on a de l'impulsionnel et du Modbus, on sait faire. D'accord, très bien. On a une autre question. Donc, votre logiciel s'interface-t-il avec toutes les marques de GTB? Oui. Il n'y a pas de contrainte. Enfin, c'est le réseau, en fait. Ce n'est pas tant la marque de GTB, c'est le réseau qui est utilisé qui est contraignant pour spécifier la passerelle qu'on va installer sur le réseau. Et si on parle de transfert de fichiers, là, du coup, peu importe la passerelle, c'est vraiment plutôt le format de fichier qui va être important et contraignant. Donc, en général, oui, il y a une multitude de fournisseurs GTB, mais ils utilisent quand même tous à peu près les mêmes protocoles voilà, pour aller récupérer les données sur le réseau. Ouais, en fait, on est complètement agnostique hein, en termes de marque et de typologie de GTB, avec deux moyens de faire, effectivement, comme tu le citais, transfert de fichiers, échange de fichiers, récupération des données qui vont bien issues de la GTB, ou alors avec une passerelle multi-protocole hein, qui va aussi adresser des GTB modernes en BACnet que la GTB ancienne d'il y a 20 ans en Modbus, est capable de récupérer les données qui sont dans la GTB et ou aux compteurs qui sont connectés sur ce réseau de la GTB. Hein, donc ça, on sait très bien faire. Après, les limites de l'exercice, quand même, c'est est-ce que j'ai une GTB qui est vraiment ouverte hein Ça, je sais que la réponse c'est pas parce qu'on utilise un protocole ouvert que la GTB est censée être ouverte et donner ses données ou permettre l'accès aux données. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. C'est vraiment normalement un non-sujet, mais il y a quand même cette petite précaution. Oui. On a une autre question, du coup, à une prise de marché, faites-vous un audit technique préalable? Oui, on peut le faire, audit technique préalable ou audit énergétique. Là, on va utiliser, en fait, on va s'appuyer sur un réseau de partenaires qui sont spécialisés sur ce sujet. L'équipe de Roxane d'efficacité énergétique, c'est d'abord l'efficacité énergétique autour de la solution de suivi énergétique et des solutions de sous-comptage que l'on propose. Mais on sait effectivement prendre le problème ou la question un petit peu plus en amont avec cet aspect audit technique préalable en particulier qui est demandé au niveau du décret BACS pour faire le tour des équipements, de ce qui est en place et de ce qui serait possible après derrière, commencer à déterminer ce qui serait possible de faire comme action d'évolution technique. On a une autre question. Donc, existe-t-il des subventions pour installer un plan de sous-comptage? À votre connaissance, est-ce qu'il existe Alors là, je ne sais pas si Jeff, tu avais l'info, il me semble que l'ADEME en propose, mais bon, ça date peut-être un petit peu. Après, on peut faire un retour personnalisé par mail à la personne qui a posé la question avec un lien. Alors, on a une autre question aussi. Est-ce que les mises à jour des passerelles sont obligatoires régulièrement? Alors, il y en a effectivement à faire. En revanche, on est normalement autonome pour les faire à distance. Donc, à moins que on soit… la seule contrainte, c'est quand on nous oblige, entre guillemets, à passer par un réseau local sécurisé sur site. Ça peut arriver. Et là, du coup, bien évidemment, à distance, on ne peut pas prendre la main puisque sinon, c'est une brèche de sécurité. Et donc, du coup, il faut qu'on se déplace sur site pour la mettre à jour. Mais sinon… on a la main en fait pour le faire à distance et du coup c'est sans impact on va dire pour
pour les personnes sur site, en fait, tous les utilisateurs, on va dire. Oui. On a une autre question sur le décret BACS. Le décret BACS oblige-t-il un relevé des consommations par équipement, soit l'installation de sous-compteurs de niveau 2 indiqués dans votre présentation? J'ai pas entendu, Charlotte, tu disais le décret BACS. Alors, le décret BACS oblige-t-il un relevé des consommations par équipement, soit l'installation de sous-compteurs de niveau 2 indiqués dans notre présentation? Alors, c'est pas exactement par équipement, hein, c'est par zone fonctionnelle. Hein, donc, effectivement, il va falloir regarder finalement le match là entre les équipements qui sont en place et pour couvrir quelle zone fonctionnelle. Hein, donc, c'est vraiment, il y a quand même un petit travail préalable pour définir par rapport à ça derrière le plan de comptage qui va bien vis-à-vis de ces notions de zone fonctionnelle. Hein, ça, pour prendre le cas de, je sais pas, d'une école, il y a la partie restauration, il y a les salles de classe, il y a peut-être les espaces de temps libre, etc. Donc, il y a des zones fonctionnelles différentes, il y a peut-être des systèmes derrière et des équipements qui sont différents suivant ces zones fonctionnelles. C'est tout ça qu'il faut quand même analyser avant de se lancer dans le plan de comptage pour le décret BACS ou plus généralement pour suivre ce qui se passe dans le bâtiment. Oui. Roxane, si tu as quelque chose Oui, à… oui, tout à fait. C'est ça. Alors, une autre question. Dans les projets que vous avez portés, vos clients ont-ils dû repenser, reprendre leur architecture de distribution électrique pour pouvoir mesurer les consommations par usage? En général, on arrive, l'idée c'est quand même de commencer avec l'existant au maximum. Il y a souvent assez de compteurs installés. Par expérience, oui, on fait avec l'existant. C'est vrai que de temps en temps, il faut quand même installer, alors ça peut être sur de l'eau chaude par exemple, les réseaux d'eau chaude, eau glacée. Parfois, il n'y a pas toujours effectivement le sous-comptage. Mais sur l'électricité, en général, il y a quand même pas mal de comptages disponibles déjà existants quand on arrive sur les sites. S'il Et faut du coup, c'est installer quelque chose qu'on peut spécifier. S'il faut installer des comptages supplémentaires, après la question c'est est-ce qu'il y a la place disponible dans l'armoire électrique elle-même, hein? Normalement, il y a une réserve qui est là, qui devrait être là. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, quelquefois, ça oblige effectivement à des petites ajouts. Oui. On a une autre question. Donc, selon votre expérience concernant le ROI, celui-ci est-il plutôt court terme, détection d'anomalies après mise en œuvre, ou plutôt long terme, optimisation des équipements, révision des contrats, réaménagement de locaux? En fait, il y a les deux, effectivement. Ça dépend effectivement de l'objectif initial, lequel il est. Si on est sur du sous-comptage, quand même, il est plutôt sur l'exploitation, donc on est sur du court terme. Quand on est dans le niveau 1 et 2 qu'on décrivait du plan de comptage, pour toute autre optimisation, les niveaux plus, moins détaillés peuvent aussi aller et du coup amener un bon ROI. On parlait de 2 ans à peu près de ROI. Oui. On a une autre question sur le modèle financier donc de nos solutions. Est-ce que donc quel est l'abonnement en fonction d'un périmètre géographique ou de type de bâtiment ou d'un nombre d'utilisateurs ou de mètres carrés? Est-ce qu'on a une forme d'incentive sur les économies réalisées constatées versus les objectifs? Alors oui, on a de nombreux cas clients qui sont disponibles sur notre site internet, donc du coup avec du coup les objectifs des clients et les économies réalisées que vous pouvez télécharger sur le site internet. Et pour répondre à la première partie de la question, donc le fonctionnement, on va dire, de l'abonnement chez UbiGreen. Et du coup, ça dépend du nombre de points de mesure. Alors, je ne sais pas si… Avec un nombre d'utilisateurs non limité. Hein, c'est vraiment le nombre de points de mesure, que ce soit du comptage ou du sous-comptage, qui va être un peu le driver, le point associé au coût en fait d'usage de la solution. Oui, complètement. Et on a une autre question du coup
sur quel est le pas de collecte et de la fréquence de remontée des données dans la solution? Alors, ça va dépendre, oui. ça dépend. C'est comme le feu du canon, ça dépend. Combien de temps il met pour se refroidir. Non, ça va vraiment dépendre derrière de quelles variables on regarde et pour faire quoi. Encore une fois, ça rejoint l'objectif du plan de comptage. Si je regarde une température, si c'est une température de départ d'eau chaude, est-ce que la regarder une fois par heure, c'est voilà, le pas horaire, c'est souvent ce qui est retenu pour, on va dire, des usages un peu courants. Après, on peut descendre à des pas de 10 minutes hein, sur certains points où ça peut faire sens vis-à-vis de certaines données particulières, mais souvent quand même les pas pour les sous-comptages, c'est plutôt horaire ou journalier suivant ce que l'on mesure. Hein. Ça peut être, comme je dis, des températures, ça peut être des pressions, ça peut être effectivement des consommations électriques. Bah, tout ça, c'est effectivement, ça fait partie de la définition du plan de comptage, comme Roxane le définit bien et le précisant. Roxane, je ne sais pas si tu veux ajouter un truc là-dessus. Oui, non, là, effectivement, les pas de collecte, quand on installe en général du sous-comptage, qu'on n'est pas trop contraint, l'heure, c'est un peu le minimum qu'on va prendre. Et après, si on utilise, ça c'est si on utilise du coup du matériel qu'on installe sur site, si on a déjà fait avec des GTC des données 15 minutes par exemple, ça va dépendre de ce qu'est capable de faire aussi ou de donner le module de télérelève. Puisqu'effectivement, si on a un équipement sur site, c'est des modules, il y a la notion aussi de batterie qui va être impactée par justement cette fréquence de collecte et la fréquence de remontée de données. Donc, voilà. Et ensuite, effectivement, la fréquence de remontée des données, puisque du coup, ça, on parlait de la collecte qui peut être horaire, 15 minutes, 10 minutes. Et ensuite, la fréquence de remontée, en général, on peut la paramétrer comme on veut, on va dire. En général, on fait toutes les 12 heures. On recommande à minima toutes les 12 heures pour quand même arriver à récupérer les données rapidement et les analyser rapidement pour voilà, identifier des anomalies ou des problématiques. On peut descendre plus bas ou faire qu'une fois par jour et voilà, ça dépend de l'utilisation derrière qu'on va en faire. Donc ça, c'est quand on a des modules installés. Dès lors qu'on parle d'API ou d'autres fonctionnements, on va être un peu contraint par, on va dire, les spécifications de l'API, les spécificités de l'API et des fournisseurs de données, en fait, qui seraient externes. Donc là, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine. Ça va dépendre de ce qu'ils mettent à disposition aussi. On s'adapte. D'accord, très bien. Et on a donc une autre question. Quelles sont les grandes étapes pour faire un plan de comptage? Du coup, les grandes étapes, déjà, c'est voilà, la première, c'est peut-être vraiment identifier le périmètre sur lequel on va vouloir poser du sous-comptage. Voilà, pour être sûr que ça va bien servir à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Et que du coup, effectivement, c'est dans un budget pour lequel on aura le retour finalement sur investissement voulu. Donc vraiment, voilà, le périmètre sur lequel on installe. Et ensuite, il faut vraiment valider que sur l'existant, les contraintes techniques, vraiment, c'est vrai, sont importantes. Il est important de savoir quelle est cette liste de comptage, capteurs qu'on a en fait disponibles, quelles sont les caractéristiques, est-ce qu'ils sont télérelevables, parce que du coup, on peut se retrouver avec beaucoup de compteurs, mais qui ne sont pas télérelevables et qui ne servent du coup pas de la même manière. On peut quand même les remonter, on a de la saisie manuelle, et du coup, c'est via des tournées hebdomadaires ou mensuelles au mieux. Donc, l'usage derrière n'est pas tout à fait le même. Mais pour de la télérelève, voilà, il faut vraiment valider la capacité des compteurs à être télérelevés. Et du coup, ensuite, en fonction, il faut identifier le moyen du coup de télérelever. Soit il y a la GTC avec le réseau, soit il faut installer des modules et auquel cas il faut identifier quel réseau voilà, local ou ouvert on va utiliser, la couverture du coup réseau sur site. Voilà, il y a quelques paramètres techniques du coup effectivement sur la télérelève aussi, l'environnement direct du compteur. Typiquement, on a eu des cas où on a des compteurs d'eau voilà, sur lesquels on avait installé des modules. Bien évidemment, un compteur d'eau souvent peut être immergé. Il faut vérifier que le module peut aussi du coup tolérer ça. Ou alors, on peut poser des antennes déportées. Enfin voilà, on a des options, mais il faut vraiment étudier effectivement les caractéristiques
de manière plus précise. On a une autre question, du coup, vous interfacez-vous avec des outils de GMAO, par exemple, pour déclencher une demande d'intervention sur des équipements en zone en anomalie? Je te laisse répondre, Jean-François. Ou... Ah, non, j'attendais que tu répondes et puis. Ah, d'accord. Alors, on n'a pas d'interfaçage en direct, mais en revanche, on a des outils, d'autres outils, voilà, sur lesquels un module maintenance qui est un peu l'équivalent d'une GMAO, peut-être un peu simplifié, pour pouvoir justement ouvrir des tickets et des demandes d'intervention technique. On peut aussi gérer via ce module-là la maintenance préventive, donc du coup planifier les interventions récurrentes à mener en fait dans le cadre de la maintenance. Et puis peut-être en complément, là, par rapport à notre appartenance au groupe Planon, hein, on est aussi en interconnexion avec l'outil de GMAO du groupe Planon, hein, qui propose en fait une suite complète de gestion de logiciels de gestion immobilière. Hein. Et là-dedans, effectivement, il y a la solution de GMAO du groupe Planon qui s'appelle SAMFM, et avec laquelle nous avons effectivement des échanges possibles. Hein. Donc oui, les échanges sont possibles. Après, effectivement, c'est fonction là aussi de la GMAO que vous avez en place ou vous mettrez en place. Ah bah justement, du coup, tu as répondu à la question suivante sur SAMFM, sur justement le fait que Planon possède SAMFM. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux logiciels? Eh bien, du coup, tu viens de répondre à la question. On a encore une dernière question. Est-il possible de scruter les historiques des puissances 10 minutes d'année en année sur les périodes estivales, par exemple, afin de surveiller les suivis des talons de consommation? Alors, j'ai pas entendu la première partie, Charlotte. Donc, est-il possible de quoi? Je vais répéter. Est-il possible de scruter les historiques des puissances 10 minutes d'année en année sur les périodes estivales, par exemple, afin de surveiller les suivis des talons de consommation? Oui, complètement. On a un suivi de courbe de charge, donc il y a un écran que je ne vous ai pas forcément montré là, mais qui présente effectivement les puissances atteintes. On présente aussi d'ailleurs les puissances souscrites pour les points de livraison généraux, on va dire, pour pouvoir évaluer s'il y a des opportunités d'optimisation contractuelle. Mais en termes de consommation, on présente voilà, les puissances atteintes et après, il suffit de choisir la période qu'on veut analyser pour pouvoir voilà, identifier et comparer effectivement dans le temps ces puissances atteintes. Donc oui, c'est tout à fait possible. Parfait, du coup c'est parfait. Eh bien, nous avons traité toutes les questions. Donc n'hésitez pas à télécharger sur notre site notre nouveau livre blanc sur justement les modes de financement local ou national qui peuvent vous apporter aussi justement des solutions pour financer vos projets d'efficacité énergétique. Et nous vous remercions du coup d'avoir participé à notre webinaire. Je remercie du coup Roxane et Jean-François également. Et souhaitons du coup une bonne journée à tous. Belle journée à tous, oui. Au revoir, bonne journée.